Bonjour à tous. Je vais prendre 2 minutes d'avance au cas où. Je vous remercie d'être ici. Je m'appelle Yann, je suis directeur marketing chez Axanta et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous intéresse tous, à savoir comment éliminer le gaz des bâtiments. C'est un sujet éminemment important. Il l'a toujours été en réalité et les récentes actualités et les drames qui sont associés accélère en réalité la dynamique qui vise à se passer du gaz pour chauffer les bâtiments, qui représente quand même 50% de nos importations de gaz. Donc il y a des enjeux énergétiques, il y a des enjeux évidemment économiques et sociaux compte tenu de l'explosion du prix des coûts de l'énergie qui va être amené à durer de toute façon. Les experts s'accordant que le gaz ne redescendra probablement pas durablement au prix auquel il était auparavant. Et puis, évidemment, une notion d'indépendance énergétique. Et là, on rentre dans le domaine des énergies renouvelables dont c'est un des avantages. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui d'une technologie qu'Axanta a développée, qu'on appelle le géostockage, et qui bouge grandement les lignes dans l'approche qu'on a du bâtiment et notamment de la rénovation énergétique. Je vais parler le temps nécessaire, je vais essayer de vous intéresser bien sûr, je ne prendrai probablement pas les 30 minutes, je serai ravi de répondre à vos questions à la fin. Et puis si on doit continuer nos conversations, on a également un stand en bas, donc je serai ravi de vous accueillir. Alors, je vais passer très vite sur les éléments de contexte, mais vous le savez tous, c'est probablement mieux que moi. On a un éléphant dans la salle des bâtiments, c'est les aspects thermiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de rénovation thermique des bâtiments. Et pourtant, on n'arrête pas de parler des sujets électriques dans les médias. Alors, ils sont importants également, mais en tout cas, la transition des bâtiments passera nécessairement par la chaleur renouvelable qui pèse très lourd. C'est-à-dire que si on ne s'attaque pas à ce sujet, tout le reste sera probablement des opérations sympas à faire, mais on restera dans tous les cas dans l'épaisseur du trait. Évidemment, vous savez très bien que l'ensemble des acteurs du secteur immobilier est poussé à l'action par une réglementation diverse qui en tout cas s'accumule et puis est de plus en plus ambitieuse. Et puis au-delà de la réglementation, on voit que de toute façon le sujet de la décarbonation en général et le sujet de la décarbonation dans le bâtiment en particulier est pris extrêmement au sérieux par un certain nombre d'acteurs qui commencent à vouloir se bouger par eux-mêmes. On pense évidemment aux acteurs dans le privé, dans l'industrie par exemple, tout un tas d'acteurs qui mettent en place des plans de décarbonation, certains d'entre eux selon le SBTI. Et puis il y a des prises de décision qui n'ont rien à voir avec la morale, qui sont tout simplement liées à l'économie et au coût aujourd'hui des énergies, et qu'il est tout à fait c'est de l'ordre de la stratégie. C'est-à-dire aujourd'hui un décideur qui ne s'occupe pas de l'énergie, il risque d'avoir des problèmes. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais là quand même ça devient de plus en plus évident. Et le problème dans toute cette histoire, c'est que ce que je suis en train de vous raconter, c'est pas nouveau. C'est que ça fait des années qu'on en parle. Et le challenge, c'est que si on se met dans les chaussures de tous ces gens qui doivent prendre des décisions sur leur bâtiment, on leur dit, bon, il faut respecter telle réglementation, il faut faire la transition carbone, il faut se débarrasser des énergies fossiles. Et puis ce décideur, il se retourne comme ça, il va chercher sa boîte à outils, et qu'est-ce qu'il trouve dans sa boîte à outils? Il trouve des solutions qui ont 30 ans, 40 ans, toujours les mêmes. C'est-à-dire que ça fait des dizaines d'années, même avant que je sois né, j'ai 40 ans, qu'on parle exactement des mêmes solutions. Et encore aujourd'hui, on parle de ces mêmes solutions qui ne nous ont toujours pas permis de réaliser la transition environnementale du bâtiment. Plan après plan, objectif après objectif, la France ne rénove pas ses bâtiments. Alors pourquoi la France ne rénove pas ses bâtiments ? C'est extrêmement simple. C'est simple parce que tout ça, c'est compliqué. Si c'était si simple de rénover le bâtiment, mais ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait. Parce que les bénéfices, tout le monde les connaît. La réalité, c'est que c'est d'une complexité qui est incroyable.
Alors nous, on a créé Axanta avec l'objectif de simplifier tout ça. Ce qui rend aujourd'hui la décarbonation, la réduction des consommations, enfin de manière générale, la rénovation thermique des bâtiments, c'est quoi? Il y a 3 grands aspects. Le premier aspect, c'est que plus vous êtes ambitieux, plus vous allez empiler les solutions. Or, quand vous empilez les solutions, vous êtes exposé à 2 problématiques. Premièrement, ces solutions, elles n'ont pas été conçues pour fonctionner ensemble, par des industriels différents, par des prestataires différents. Deuxièmement, vous diluez les responsabilités, parce qu'à la fin, vous pouvez avoir 10 solutions, ce qui compte, c'est combien vous consommez de kilowattheures. Et quand ça ne marche pas, qui est-ce que vous allez voir? Donc, premier problème. Deuxième problème, c'est que le marché ne s'engage pas. C'est simple. Vous êtes propriétaire d'un bâtiment, on vous demande de respecter une réglementation, d'investir, et vous n'avez aucune espèce de garantie que ce sur quoi vous avez investi va vous donner les résultats escomptés. Ce qui veut dire que vous prenez des risques qui sont considérables. Aujourd'hui, évidemment, on parle de contrats de performance énergétique. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Et si vous regardez un petit peu les données sur l'Observatoire des contrats de performance énergétique, vous verrez qu'après 30%, d'engagement de 30%, il n'y a plus personne. Et surtout, vous verrez qu'au-delà de 30%, les prix deviennent stratosphériques. Et c'est ça, on arrive au cœur du problème, c'est que tout ça, ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Et donc, puisque ça coûte une fortune, ça ne se fait pas. Ça ne s'est pas fait hier et ça ne se fera pas demain si ça continue à coûter une fortune. Donc, comment on fait? Eh ben, c'est ce à quoi on essaye humblement de s'attaquer avec nos technologies pour amener, alors je ne sais pas s'il y a un petit viseur, voilà, oups, pour amener les acteurs ici, voilà, en bas à droite. C'est-à-dire que notre conception, en fait, c'est de casser complètement le ratio performance-coût qu'on a l'habitude de voir. Et je vais vous expliquer comment on fait. On est une société qui est née en 2016, issue de l'école polytechnique, on a fait 3 ans de R&D, et vous allez voir qu'on utilise beaucoup l'intelligence artificielle appliquée à des technologies très connues dans le monde de l'énergie, qu'on va sublimer grâce à l'intelligence artificielle. Ces 3 briques qu'on appelle tracer, optimiser, décarboner, vont nous permettre d'accompagner les porteurs de projets, surtout les aspects thermiques. Tracer, ça veut dire quoi? Je veux réduire la consommation de mes bâtiments, il faut déjà que je commence par savoir d'où je pars. C'est comme dans une voiture, si j'ai pas de tableau de bord, je ne sais pas où je vais. Donc commencer par collecter les données. Optimiser, c'est de l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, vous avez des gisements sans tout changer, sans tout rénover, qui sont colossaux. Et je ne vais pas en parler aujourd'hui, par contre je vais parler donc de la 3e brique qu'on appelle décarboner. Une fois que vous avez optimisé vos bâtiments, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous arrivez toujours aux mêmes questions, à savoir qu'est-ce que je fais sur mon enveloppe et qu'est-ce que je fais sur mes systèmes énergétiques. Et là, en réalité, c'est assez simple. À partir du moment où vous dites que vous voulez vous séparer des énergies fossiles dans les bâtiments, vous n'avez pas beaucoup d'options. Vous avez la biomasse, vous avez les pompes à chaleur, éventuellement peut-être voilà, du biogaz, etc., mais que vous devrez de toute façon combiner avec de l'isolation. Et combiner les deux, et vous arrivez aisément dans une fourchette qui se situe probablement pour des rénovations globales entre 400 € et 1500 € du mètre carré. C'est-à-dire que aujourd'hui, on opère dans un business où on propose des produits avec des temps de retour qui sont supérieurs à 100 ans, et on espère que tout ça va bien se passer, qu'on va pouvoir le faire vite, et que les financiers vont financer. Mais les financiers, ils ne financent pas des projets qui ont des temps de retour de 100 ans. Vous-même, en tant que particulier, est-ce que vous investissez vous faites des investissements avec des temps de retour qu'on s'entend? Personne ne le fait. Il n'y a que l'État qui peut le faire. Mais combien il va mettre l'État chaque année dans la rénovation des bâtiments? Ce n'est pas 2, 3, 5 milliards. Il y a des experts qui ont fait une tribune il n'y a pas si longtemps dans les Échos qui l'estiment à près de 70 milliards par an pendant des années et des années. Donc le vrai problème, il est là. C'est-à-dire que si nos tonnes de CO2 là, qu'on cherche à enlever de l'atmosphère, ça ne se fait pas à un prix qui est solvable pour ceux qui financent, eh ben, on ne va pas réussir à le faire. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça a été notre approche. Et
Donc nous, notre approche, elle est la suivante. La première des énergies renouvelables thermiques, c'est le soleil, c'est le solaire. Le problème originel de toutes les énergies renouvelables, enfin de l'essentiel, pardon, des énergies renouvelables, c'est pas vrai pour toutes, mais en tout cas de celles qui s'appuient sur l'énergie solaire, c'est qu'il y a un déphasage entre la production et le besoin. On a besoin de chauffer l'hiver alors qu'il fait chaud l'été et inversement pour le rafraîchissement. Donc notre technologie de géostockage, elle va fonctionner de la manière suivante. On va aller en fait produire le chauffage dont on a besoin pendant l'été, dans d'excellentes conditions techniques et économiques. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition l'été? Nous, on utilise trois sources principales. Soit on utilise de la chaleur fatale des systèmes des climatisations. C'est quand même la beauté de la chose, c'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, le monde va se réchauffer. Qu'on le veuille ou non, les gens vont chercher à se rafraîchir. Donc on peut se dire, tiens, quelles sont les solutions pertinentes à utiliser pour le rafraîchissement? Avec les systèmes actuels, on peut d'ores et déjà aujourd'hui récupérer la chaleur fatale. Mais on peut aussi utiliser du solaire thermique basse température, par exemple, pour les besoins qui sont les nôtres. Et puis, même si c'est moins intuitif, en fait, on peut utiliser tout simplement des packs aérothermiques l'été pour produire de la chaleur. Parce que vos packs aérothermiques, quand elles tournent à 0 à 2 degrés l'hiver, c'est pas là qu'elles vont avoir des rendements à 2 ou 3 tels qu'ils sont annoncés sur des fiches techniques. C'est pas vrai. Donc, on va les faire tourner l'été dans d'excellentes conditions techniques et économiques. Et donc, on va produire de la chaleur. Et cette chaleur, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va l'envoyer dans le sous-sol, sous nos pieds. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe sous nos pieds? On a un réacteur nucléaire, le cœur de la planète Terre. Et donc, ça fait des millions et des millions d'années qu'il y a des échanges thermiques entre le cœur de la Terre et la surface. Et ben, on va aller exploiter ce concept millénaire, à savoir qu'on va aller tout simplement utiliser les capacités du thermique du sous-sol. Et ça s'appelle la géothermie. Et nous, on appelle le géostockage. Pourquoi? Parce que ce sous-sol qui peut être une source d'énergie à un instant T, on va plutôt avoir tendance à l'utiliser comme une batterie. Alors ça peut sembler étonnant, mais en fait, la géothermie de surface telle qu'on la pratique, la géothermie de minime importance, c'est ce qu'on appelle la géothermie sur sonde. Donc vous allez forer votre sol, vous allez installer des sondes géothermiques, des sondes verticales jusqu'à 200 mètres de profondeur maximum, et vous allez faire circuler un fluide qui est chaud, puisque vous avez produit de la chaleur renouvelable, et ce fluide-là, il va échanger son énergie avec de la roche, tout simplement. Et il se trouve que la roche, elle a deux capacités. Elle a une très grande capacité de stockage d'énergie, bien plus grande que l'air, et surtout, elle est capable de la stocker dans la durée. Et c'est quand même bien ça le problème du stockage de l'énergie, c'est que souvent, on est dans du court terme, notamment sur le stockage électrique. Et bien là, on va faire ce qu'on appelle du stockage intersaisonnier. Donc toute cette énergie que j'ai produite en été, dans d'excellentes conditions, encore une fois, énergétiques, économiques et surtout environnementales, CO2, eh bien, elle va élever très légèrement la température du sous-sol, mais ça suffit à emmagasiner de très grandes quantités d'énergie sans aller perturber la flore souterraine, parce qu'encore une fois, on ne fait qu'utiliser un phénomène physique qui existe depuis des millénaires, en tout cas depuis qu'il y a un réacteur nucléaire au centre de la Terre. Voilà. Donc en fait, c'est assez élégant dans le concept, ça peut sembler assez naturel. Finalement, on se dit, bah tiens, pourquoi on l'a pas fait plus tôt? Pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? Parce que ça marche bien, c'est super, mais comme tout, ça a un coût. Alors nous, on a essayé de réduire le coût de tout ça. Est-ce que j'ai une slide là-dessus? Voilà. C'était l'objet, en fait, on est né à l'école polytechnique parce qu'on a nos fondateurs, ils ont fait le tour un peu des popotes de la R&D française, ils ont vu qu'il y avait pas mal de trucs. Et on est né en fait autour de la conception d'un logiciel qui nous est propre et qui fait ce qu'un humain ne sait pas faire. C'est-à-dire, on a un bâtiment, on dit au logiciel, voilà, j'ai toutes ces contraintes-là, et lui, grâce à l'intelligence artificielle, il va mouliner toutes les options. Concrètement, ça veut dire que le logiciel, en quelques minutes, il va comparer des milliers d'options, ce qu'on appelle un algorithme génétique, donc il va se déplacer, etc., de manière à identifier l'optimum en activant toutes les variables,
pour trouver voilà, quel est le dimensionnement qui délivre la meilleure performance au coût le plus faible possible. Et ça, un humain ne sait pas le faire. Les systèmes, les logiciels qui sont très bien d'ailleurs, qui fonctionnent très bien, des logiciels experts, ils ne savent pas le faire parce que vous lancez une simulation, ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Là, on lance des milliers de simulations en quelques minutes. Et ça nous a fait aboutir à quelque chose qui est assez aussi intéressant, c'est-à-dire c'est l'hybridation des systèmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas reposer uniquement sur la géothermie pour alimenter notre bâtiment, parce que la géothermie, c'est une énergie qui est géniale, mais c'est vrai que quand on cherche à couvrir vraiment 100% du besoin, on peut arriver à des moments où on se dit, tiens, pour un appel de puissance qui est élevé mais pas très important dans l'année, on va se retrouver avec des champs de sonde qui peuvent avoir une grosse taille. Donc on s'est posé la question comment on peut optimiser ça. Et finalement, la réponse c'est l'hybridation, c'est-à-dire qu'on est capable d'agréger par exemple de l'aérothermie, du solaire thermique, du PV, et les algorithmes d'intelligence artificielle vont essayer de mouliner tout ça pour trouver l'optimum. Résultat des courses, on va baisser les coûts d'investissement. Donc là, on enlève une barrière pour la prise de décision. Et puis ensuite, on a un outil qu'on utilise pour l'exploitation, parce qu'un système thermique, quel qu'il soit, s'il est mal régulé, eh bien, en général, il va dériver dans le temps. Et puis surtout, quand on réfléchit bien la thermique des bâtiments, nous, en fait, là, ce qu'on propose d'amener à tout ce secteur, qui est très ancien, c'est de donner des moyens de contrôle. C'est-à-dire que qu'est-ce qui influe sur la consommation thermique des bâtiments? Il y a 3 grands paramètres. Il y a évidemment le paramètre de la météo, c'est le principal. Il y a le paramètre de l'usage et puis il y a le paramètre du confort souhaité. Or, aujourd'hui, à bien des égards, on est assez aveugle sur l'ensemble de ces paramètres. C'est-à-dire que nos bâtiments sont équipés d'un certain nombre de systèmes. Et puis, ben voilà, on rentre dans une saison d'hiver, on ne sait pas trop quel temps il va faire. On a un peu une vision de l'utilisation du bâtiment, mais finalement, on ne sait pas trop quand les salles sont utilisées, etc. Et puis, on ne sait pas trop ce qui se passe au niveau du confort. Donc, vous voyez qu'on retombe sur ma première brique de tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on n'a pas la donnée, on ne comprend pas. Et c'est très difficile d'agir. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle sait faire d'autres choses que vous servir un feed Facebook bien adapté grâce aux algorithmes à tout ce que vous aimez. Les algorithmes, elles nous permettent, premièrement, d'anticiper les conditions météo. Vous imaginez bien que si, par exemple, on utilise de l'aérothermie et qu'il y a une vague de chaleur à moins 10 degrés, bah c'est sûr que si on lance l'aérothermie à moins 10 degrés, on est mal barré sur les consommations, quoi. Tandis que si on anticipe cette vague de froid, avec notre système, on va pouvoir anticiper ça, aller stocker par exemple de l'énergie dans le sous-sol et faire en sorte de consommer le moins d'énergie possible. Idem quand vous apprenez l'utilisation du bâtiment. Pardon, aujourd'hui je raconte pas mal de trucs qui ne sont pas très politiquement corrects, mais un bâtiment, comment on peut l'optimiser si on ne sait pas comment il marche? Vous avez 2 manières de le faire aujourd'hui. Vous avez des simulations thermiques dynamiques, ça marche très bien, c'est extrêmement précis, mais c'est très difficile de mettre des inputs parce que c'est pas facile d'aller sur un bâtiment et de se dire bon ok j'ai tant d'isolation mais ça se trouve elle a bougé, etc. C'est pas facile. Et puis surtout c'est statique, vous faites pas on fait rarement des STD en permanence, même s'il y a probablement des gens qui travaillent dessus et je suis pas au courant, mais c'est ça un peu le contexte. Nous, on a une approche qui a des défauts aussi, mais on considère qu'elle a des avantages intéressants, c'est qu'on part de la réalité, on part du bâtiment, on part de ses consommations, et après, avec des inputs et avec des modèles mathématiques et d'intelligence artificielle, on va reconstruire la compréhension du bâtiment. Donc, c'est parce qu'on sait combien il consomme qu'on est capable de comprendre comment la météo peut influer dessus, comment le confort peut influer dessus. Et donc, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Et donc, un bâtiment qu'on équipe, on va apprendre en permanence de son vrai comportement. Ce qui veut dire que notre système, il va pouvoir s'adapter en permanence. Le résultat de tout ça, c'est qu'on a développé la technologie qui aujourd'hui permet de rénover au coût à la tonne de CO2 évité la moins chère de tout le marché. Alors c'est là où là encore, je vais dire quelque chose de pas politiquement correct, mais
mais c'est une réalité, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aisément faire de la rénovation globale entre 400 € et 1000 € du mètre carré, et sans avoir de CPE, sans avoir d'engagement. Nous, on est capable de délivrer, quel que soit le bâtiment sur lequel on travaille, un centre commercial, un entrepôt, des bureaux, une copropriété de logement, on est toujours dans des économies d'énergie finale sur le chauffage le chauffage et la climatisation quand il y en a, toujours entre 65 et 80% d'énergie finale. Il n'y a pas beaucoup de solutions qui vous permettent de faire autant d'économies d'énergie. Okay, sauf que nous, on est capable de sortir ces performances-là à un coût compris en général entre 100 € et 200 € du mètre carré, et en plus, on va s'engager sur les performances. C'est-à-dire que la notion de contrat de performance énergétique, chez nous, elle est standard. Et là, ce que vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail, il est un peu compliqué, mais l'image, elle est assez forte sur l'histogramme. C'est un cabinet qui a analysé tout un tas qui a comparé en fait les alternatives de rénovation à disposition, et on se rend compte qu'à la tonne de CO2 évité, technologie est jusqu'à 20 fois moins chère que les alternatives. Et donc, la conclusion d'une approche comme ça, et comment dire, qui peut rebattre un peu intellectuellement ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que consommer moins d'énergie, si je peux me permettre, on s'en fout de comment on consomme moins d'énergie. On peut consommer moins d'énergie en coupant les radiateurs, on peut consommer moins d'énergie en mettant de l'isolation, ou on peut consommer moins d'énergie en installant des pompes à chaleur géothermiques qui ont des coefficients de performance compris entre 4 et 6. Ce qui veut dire que on n'est pas obligé d'isoler. Et ça, quand on dit ça, on dit oulala, mec, il s'abuse un petit peu. Mais en fait, la réalité du terrain, c'est que parfois, on n'a rien contre l'isolation. C'est génial de moins consommer et c'est très important, mais sauf que dans la réalité des faits, c'est souvent compliqué techniquement sur un certain nombre de bâtiments et où très cher. Et comme d'habitude, le très cher fait qu'on se pose la question de comment on fait. Et donc, ça veut dire qu'une technologie comme la nôtre, elle n'est pas là pour remplacer tout ce qui existe, mais en fait, elle amène une nouvelle corde à l'arc des solutions de la rénovation thermique des bâtiments. Et voilà, donc cette technologie, on la délivre dans un modèle qu'on appelle énergie as a service, c'est-à-dire qu'on passe d'un monde où on fournit une solution, on vend une solution, à un monde où on vend des économies d'énergie garanties. Donc cette technologie de géostockage, on peut l'amener installée clé en main, avec un contrat de performance énergétique où on se rémunère sur les garanties et on finance. L'objectif, tout ça, c'est quoi? C'est que vous remarquez qu'en fait, on s'attelle à enlever toutes les barrières qui nous embêtent, enfin qui embêtent surtout ceux qui ont des bâtiments, parce que qu'est-ce qui les embête, les gens qui ont des bâtiments? C'est simple, hein, c'est le risque et le coût. Voilà. Donc, si on veut que la décarbonation se fasse et se massifie, il faut que tout ça soit plus simple et moins risqué, et c'est ce qu'on s'attelle à faire. Voilà, donc aujourd'hui on a 7 millions de mètres carrés en exploitation sur les différentes technologies dont je vous ai parlé. On a quelques références un peu, notamment donc sur le géostockage qui sont emblématiques. Je pense notamment au premier entrepôt bas carbone réalisé par Prologis. Je pense qu'en fait, il y avait dans le titre de la conférence, je vais parler un peu des projets, mais il y avait une petite faute dans le titre, mais c'est pas très grave. Je vais vous donner quelques éléments, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est toujours la même chose. Donc, je pourrais vous parler de 10 projets, c'est toujours les mêmes chiffres et les mêmes conclusions. Mais Prologis, donc un entrepôt de 100 000 mètres carrés, développé par le leader mondial de l'immobilier logistique, Prologis. Je crois qu'ils ont 100 milliards d'actifs en logistique, un mastodonte. Ils ont voulu créer le premier entrepôt bas carbone au monde. C'est un entrepôt qui doit être chauffé toute l'année à 15 degrés, donc les consommations thermiques, c'est 50% des consommations du bâtiment. Ils ont fait le tour du marché avec les AMO, et pourquoi ils ont choisi notre solution? Parce qu'ils se sont rendus compte que justement pour atteindre leur ambition, eh bien, c'est ce qui coûtait le moins cher. Ça fait un peu plus d'un an que le système est en service, et on dépasse les objectifs qu'on s'était fixés. C'est-à-dire que sur la première saison de chauffe donc l'année dernière, on a fait 70% d'économie par rapport à la référence.
Voilà, on a fait, bon, là vous voyez des projets avec ICAD, avec Airbus. Je vais parler d'un projet qui est hyper intéressant et qui est vraiment emblématique de tout ce que je vous ai raconté, qui est un projet qu'on a signé il n'y a pas longtemps. C'est une copropriété dans l'Ain, près de Gex. 61 logements, 4000 mètres carrés, le genre de truc qu'on trouve partout en France. Voilà, une petite copro avec un parking devant, etc. Et ben la copro, elle devait changer donc sa chaudière gaz. Elle a décidé de choisir notre technologie. Et donc, qu'est-ce qu'on leur offre? On leur offre un contrat de performance énergétique sur 25 ans, avec 75% d'économie d'énergie garantie, et un système dans lequel ils ont mis 0 € d'investissement, puisqu'on porte l'ensemble de l'investissement, le tout à un coût de 125 € par mètre carré. Voilà ce qu'on est capable de délivrer, c'est la vraie vie, c'est la réalité, c'est les vrais chiffres. Et donc ma conclusion, ça va être quoi? Ça va être que moi, ça fait 15 ans que je bosse dans la transition énergétique. J'ai attaqué directement après mes études, pardon, et j'ai passé la majeure partie de ma carrière dans le monde de l'énergie électrique et du solaire en particulier. Et c'est vrai que l'électrique, c'est demain. Voilà, ça sera le gros de ce qui va faire demain. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que, en fait, comme dans les télécoms, quand l'Internet, le téléphone, tout ça a convergé, eh ben c'est ce qui se passe dans le monde de l'énergie. Le monde de l'énergie est en train de faire converger l'électricité et le thermique ensemble dans le bâtiment. Et vous savez ce qui va relier les deux? C'est les pompes à chaleur géothermiques. Et il y a Christophe, là, je vois assis, qui sourit un peu, qui est membre de la FPG. Vous savez sans doute pas que l'Association française pour la géothermie a évalué le potentiel de ce type de technologie, donc la géothermie de minime importance, à 100 TWh par an. Tu me dis, Christophe, si je me trompe, c'est un tiers de la consommation de... À peu près, je crois. C'est ça. Je crois que c'est à peu près un tiers de la consommation de chaleur en France. En fait, c'est colossal. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est que l'énergie du sous-sol, c'est aujourd'hui la grande oubliée de la transition énergétique. Et c'est génial, il y a le solaire, il y a l'air, etc. Et en fait, on a oublié le sous-sol. On a oublié le sous-sol et on est au début d'une vague qui va être colossale. Et donc, vous avez tous peut-être fait vos expériences de la géothermie, vous en avez entendu parler, vous connaissez peut-être bien ou pas trop, mais en tout cas, je vous invite à suivre ce qui se passe dans le monde de la géothermie, parce que nous, comme d'autres sociétés, des jeunes pousses, venons avec des nouvelles technologies, et il est en train de se passer quelque chose aujourd'hui dans cette filière, et je vous assure que pour éliminer le gaz des bâtiments, c'est une de nos meilleures armes, parce que il n'y a pas de fluide. Il n'y a pas de fluide, c'est sous nos pieds, c'est à notre disposition, personne ne peut venir nous le voler, c'est caché, on ne le voit pas, personne ne le voit. On met dans le sol des matériaux qui sont inoffensifs, qui sont inertes, et on s'appuie sur un mécanisme physique qui est présent sur notre planète depuis des millions d'années. Je ne connais pas de technologie aujourd'hui qui sache combiner ensemble une réduction des consommations de chauffage et une décarbonation. C'est la beauté du COP des pompes à chaleur géothermiques. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, dans un monde qui se réchauffe, il faut se dire qu'avec la géothermie, on peut amener du rafraîchissement dans d'excellentes conditions énergétiques et environnementales. Et là encore, c'est un gros mot. Climatisation, c'est un gros mot. Rafraîchissement, peut-être moins. Mais en tout cas, voilà, je vous invite tous autant que vous êtes à commencer à vous intéresser à la géothermie, à ces acteurs historiques, à ces nouveaux acteurs, et à vous poser la question, tiens, sur mes bâtiments, est-ce que j'ai pas quelque chose à faire là-dessus? Je vous remercie de votre attention. On a 2 minutes pour les questions, s'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour, donc Milou Dazam, aujourd'hui on est là avec la casquette du pôle climat pour la FNIM.
Mhm. Et la question de la faisabilité, on se posait, enfin l'étendue de la faisabilité selon les endroits. Mhm. À l'est lyonnais, on parlait de marécages, à Lyon, on parle beaucoup d'eau. Et voilà, est-ce que finalement c'est limité dans les espaces denses, Alors, donc les grandes villes en fait? d'accord, merci pour votre question. Je ne suis pas géologue, mais j'ai appris en travaillant dans la géothermie que souvent, intuitivement, les gens associaient géothermie soit à géothermie profonde, soit à géothermie sur nappe, donc dans des espaces limités. La géothermie de minime importance, c'est-à-dire utiliser les capacités thermiques de la roche, c'est universel dans le sens où on estime que 97% du territoire français est éligible. Et donc quand vous avez un projet de géothermie, vous avez une espèce de checklist, parce qu'il y a des maps, voilà, le BRGM a fait son travail, et donc en fonction de l'endroit où on se trouve, on sait si c'est une zone qui va fonctionner, premièrement. Deuxièmement, sur les aspects, on va dire, la densité. Certes, la France est un pays avec des villes, mais finalement, quand on compare à d'autres pays, pas tant que ça. Mais surtout, à part des villes d'une densité incroyable comme Paris, et encore, en réalité, à partir du moment où vous avez un minimum de foncier disponible, on peut mettre en œuvre la géothermie. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que souvent on se dit c'est impossible, mais il y a plein de trucs dans le sous-sol. Par exemple, à Paris, on se dit oulala, c'est impossible de forer. Et c'est pas vrai, parce que souvent tous les réseaux, tous les métros, tous ces trucs-là, ils passent sous les grands axes routiers. Ce qui veut dire que sous un bâtiment, il n'y a rien, sous une cour, il n'y a rien. Et donc, certes, c'est pas, on ne peut pas le mettre absolument partout. Il y a toujours un certain nombre de contraintes, mais en tout cas, entre les 5 ou 6 TWh qui sont produits aujourd'hui, ou 7 TWh aujourd'hui, et les 100 TWh qu'on peut produire demain, la capacité de progression, elle est gigantesque. Pensez à tous les entrepôts avec leur parking, tous les hypermarchés avec leur parking, toutes les copropriétés autour des villes, elles ont toutes des parkings, etc. Il y a tellement de surfaces enfin de bâtiments qui disposent de fonciers autour, dont je parle bien de la rénovation, puisqu'on peut bien sûr faire de la géothermie dans le neuf, mais le potentiel est vraiment gigantesque. Donc non, on ne peut pas en faire partout, mais le potentiel est absolument gigantesque. Ouais. Ça, c'est certain. Les idées de profondeur, par exemple? 200 mètres maximum, c'est réglementé, c'est la géothermie de minime importance. Pour l'instant, c'est 200 mètres maximum. On peut aller au-delà, bien sûr, pour faire de la géothermie sur sonde sèche. C'est simplement que d'un point de vue réglementaire, c'est plus long, c'est un peu plus complexe. Et d'ailleurs, l'Association française pour la géothermie travaille justement à remonter un certain nombre de plafonds, pas sur la profondeur nécessairement, mais en tout cas sur la puissance, pour ouvrir encore plus le potentiel de la filière. Bonjour. Bonjour. Vous parliez en dernière partie de votre présentation de pouvoir bénéficier de rafraîchissement. Si je vous ai bien écouté, vous faites fonctionner des pompes à chaleur en mode chaud l'été pour stocker dans la roche pour l'utilisation l'hiver. Comment est-ce que vous faites pour combiner les deux? Le rafraîchissement viendra par quelle En fait, c'est simplement qu'à 100 mètres sous terre, toute l'année, il fait 15 degrés. Donc quand il fait 35 degrés à l'extérieur l'hiver, enfin l'été, pardon, voilà, tout ce qui est géocooling, etc., c'est le principe, entre guillemets, du puits canadien qui est bien connu dans le monde du résidentiel, mais c'est tout ça. Une sorte de double flux, du coup. Parce que non, vous pouvez pas chauffer... c'est juste qu'en fait, en hiver, vu qu'il fait 15 degrés toute l'année à 100 mètres, en hiver, vous préchauffez finalement, plutôt que de prendre de l'air à 2 degrés dans une pompe à chaleur, vous le montez à 15 degrés, donc vous faites moins travailler votre pompe à chaleur, vous améliorez votre rendement. Et l'été, plutôt que de faire fonctionner un climatiseur qui va prendre de l'air extérieur à 35 degrés pour vous mettre à 22, nous on prend du 15 degrés pour vous l'amener à 20 degrés. Donc c'est pour ça que, je pense que les rendements comme ça, je ne sais même pas combien c'est, je crois que c'est 1 pour 16, il me semble. Je me demande si c'est même pas plus. Ouais, même ça, ouais. Voilà. C'est ça.
exploiter. Si vous n'avez pas de nappe, vous pouvez faire une géothermie sur sonde verticale. Certains sous-sols sont plus propices que d'autres, mais il n'y a pas de limite à la bonne volonté. Vous pouvez forer partout, à part certaines contraintes spécifiques, mais 97%. Je pense qu'on me posait la question ce matin. Dans les zones montagneuses, etc., c'est souvent un petit peu sur les cartes, les zones où c'est plus complexe. Voilà. Je crois que j'ai largement pris le temps qui m'était imparti. C'est bon ? Merci à tous.